Bonjour à tous, c'est Mika et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'iPhone 14 Pro Max. Cette vidéo se destine également aux personnes qui ciblent l'iPhone 14 Pro standard, tout simplement parce qu'hormis la taille et la batterie, il n'y a pas de différence entre ces deux modèles. Dans cette vidéo on va voir plein de choses et on va commencer par le design. Comme chaque année, Apple utilise les couleurs pour différencier les nouveautés. On a deux nouvelles couleurs, on a le noir sidéral et on a le violet intense. Dans cette vidéo je vous présente le violet intense que j'aime énormément. En photo, j'étais pas très fan. En vrai, je trouve que c'est une couleur qui est pleine de nuances. En basse lumière, il va être très sombre. En journée, il va être un peu bleu. Il y a énormément de nuances et il est jamais dans le cliché d'un violet très rosé. C'est une couleur subtile et vraiment agréable à regarder. La principale différence esthétique se trouve lorsque vous regardez l'iPhone de face. En effet, l'encoche a disparu et à la place, vous avez une petite pilule qui comprend la caméra FaceTime et également les capteurs pour Face ID, le capteur de luminosité, le capteur de proximité est caché sous l'écran. Personnellement, l'encoche ne m'a jamais vraiment dérangé. On se doute qu'Apple, avec le temps, cherche à la faire disparaître, mais il y a des compromis techniques, notamment en termes de qualité photo et pour les capteurs Face ID pour les basculer sous l'écran. Les technologies ne semblent pas forcément matures, les concurrents le font, par exemple Samsung met des caméras sous les écrans, mais on n'arrive pas à la qualité des caméras qu'on trouve sur la façade de l'iPhone, par exemple. Donc Apple est devant un compromis. Comment réduire l'encoche tout en restant esthétique ? Eh bien, la Dynamic Island est là pour ça, c'est un excellent moyen de résoudre un problème matériel par une solution software. Lorsqu'elle a été présentée durant le keynote, j'ai vraiment été très bluffé par la Dynamic Island, mais en pratique, c'est un peu gadget et on sent que c'est une bonne idée, mais qu'elle peut aller encore plus loin. Alors c'est pratique pour avancer dans ses musiques, interférer rapidement avec des actions comme le minuteur. Je trouve un vrai intérêt dans le GPS où on a les directions directement sur l'écran. Il y a des petites animations sympas, donc par exemple quand vous connectez des AirPods ou vous chargez votre iPhone, mais ça reste encore assez embryonnaire et je pense qu'il y a du potentiel à faire, notamment au niveau des notifications. Aussi, autre exemple, lorsque vous utilisez la fonction qui vous permet de baisser l'écran, eh bien la Dynamic Island ne descend pas avec, donc c'est plutôt assez peu utile puisque pour interagir avec elle, il faut remonter le doigt vers le haut. C'est un point faible et je pense qu'Apple corrigera ça avec les prochaines mises à jour logicielles. Parlons à présent de l'écran et les deux principales nouveautés. La première concerne la luminosité. L'écran est beaucoup plus lumineux en plein soleil, 2 fois plus lumineux à 2000 nits. Alors ça se voit vraiment, je pensais pas autant, mais je trouve l'écran très confortable et très agréable en plein soleil. A noter que sur le 13 Pro, il y avait quand même un petit défaut, c'est lorsqu'il chauffait, l'écran se réduisait très fortement en luminosité. Là, il ne fait pas très chaud, donc difficile de voir avec le 14 Pro. On verra ça l'année prochaine. En tout cas, pour l'instant, je suis content, puisqu'on voit vraiment la différence, et c'est vraiment très agréable. Nouveauté majeure sur l'écran, c'est l'arrivée de l'écran toujours allumé. Alors, ça fait des années que ça existe sur Android, mais sur iPhone, ça arrive enfin avec les mêmes technologies que l'Apple Watch. On a un écran qui varie entre 1 à 120 images par seconde, donc une image lorsqu'il est en écran toujours allumé. C'est pratique, même si je trouve que l'écran est un peu agressif. Il est très lumineux par nature et il affiche peut-être un peu trop d'informations. Personnellement, j'aimerais bien avoir le choix de dire voilà, je ne voudrais qu'un fond noir avec juste l'heure, les notifications. Ça manque de personnalisation et j'aimerais voir si Apple change cela à l'avenir. Je trouve aussi que ça a un impact sur l'autonomie de ma batterie. Alors le 13 Pro Max, je m'en sers pas énormément à l'époque, il y avait des jours en semaine où je finissais à 70%. Là, je finis entre 40 et 50%. Alors est-ce que ça vient d'iOS 16 ? Est-ce que ça vient de l'écran toujours allumé ? Difficile à dire pour le moment, on verra avec le temps. En tout cas, lorsqu'il fait nuit, par exemple vous dormez, vous avez activé le mode de concentration repos, vous avez l'écran de l'iPhone face contre table ou dans la poche de votre jean, l'écran toujours allumé ne s'activera pas, donc ça permettra d'économiser un peu de batterie. Concernant la partie photo, on a des capteurs qui sont beaucoup plus gros que l'an dernier, et notamment beaucoup plus profonds. Lorsque vous le posez sur une table et que vous commencez à taper sur votre téléphone, vous voyez qu'il est complètement bancal. En contrepartie, vous avez des capteurs qui sont techniquement meilleurs, même si sur le papier, on n'a pas l'impression que les nouveautés sont énormes, notamment sur le téléobjectif qui a l'air de faire un surplace. L'ultra grand angle devient plus lumineux, mais les principales évolutions concernent le capteur grand angle simple, où on passe de 12 mégapixels à 48 mégapixels. Alors, je pensais que le 48 mégapixels c'était pour toutes les photos, mais en réalité non. Quand vous prenez une photo avec le grand angle, par nature, il va prendre une photo en 12 mégapixels. Néanmoins, si vous voulez bénéficier du 48 mégapixels, il faudra que vous sélectionnez l'option RAW lors de la prise de photo. Et là, vous basculez en vrai 48 mégapixels. Par contre, la photo est bien plus lourde. En contrepartie, vous aurez plus de détails lors du zoom, mais je ne suis pas transcendé par la différence, j'ai pas l'impression que le surplus de poids vaut vraiment la différence en termes de détails par rapport à une photo 12 mégapixels.
Néanmoins, le vrai avantage de ce capteur, c'est le fait de pouvoir avoir un zoom optique x2 dans le même capteur. On prend une photo en 12 mégapixels avec toutes les caractéristiques du capteur, donc de très belles photos en basse lumière et très pratique pour vos portraits. Mais avec ces nouveautés, on peut se demander pourquoi le téléobjectif n'est toujours qu'à x3 et qu'il n'a très peu évolué. J'attends d'Apple une vraie évolution sur le téléobjectif dans le prochain iPhone, tout simplement parce que ces derniers jours, au final, je ne l'ai jamais utilisé. Je suis resté au x2 parce que la qualité me convenait, le zoom me convenait, et je n'utilise absolument pas le zoom numérique du téléobjectif jusqu'à x15 parce que je trouve que la qualité est quand même pas géniale sur ce point. Concernant la partie vidéo, il y a peu de nouveautés. On peut notamment mettre en avant l'absence de la 8K alors que le capteur 48 mégapixels est capable de la gérer. Cela vient sûrement du fait que le Lightning est pas franchement la meilleure technologie pour l'export vidéo 8K puisqu'il est en débit USB 2. On verra certainement l'année prochaine avec l'arrivée des iPhone USB Type C, enfin de façon hypothétique bien sûr, si le 8K arrive, et ça me paraît très probable. Néanmoins, on a une nouveauté, c'est le mode action. Alors c'est vraiment sympa, ça vous permet de prendre des vidéos très stabilisées dans un environnement difficile. Néanmoins, il faut que vous soyez dans une situation très très forte en luminosité, puisque ça utilise le capteur ultra grand angle, et en basse lumière ça marche assez mal. Nous venons de faire le tour des nouveautés majeures de l'iPhone 14 Pro. On a la Dynamic Island, l'écran amélioré et les capteurs photo et vidéo améliorés également, notamment le capteur grand angle et ses 48 mégapixels. Alors, il y a aussi d'autres petites nouveautés, comme par exemple le Bluetooth 5.3. C'est intéressant parce que ça vous permet d'avoir de meilleurs débits et une meilleure consommation d'énergie. Vous avez l'absence du Wi-Fi 6E, ce qui est un peu étrange, et vous avez également le GPS double antenne, comme sur l'Apple Watch Ultra. Ça vous permet en théorie d'avoir une position GPS plus précise. A partir de maintenant, vous êtes sans doute beaucoup à vous poser la question, est-ce que je change d'iPhone, est-ce que je bascule sur le 14 Pro ou pas? Et cette année, il y a un critère très différenciant des autres années qui a pour moi un impact majeur, c'est le prix. L'iPhone 14 Pro coûte une fortune, il s'est pris vraiment une claque avec l'inflation, et pour moi, le changement n'est pas à prendre à la légère. Et je scinde deux catégories de personnes, les personnes qui ont un iPhone 12 Pro, 13 Pro, ou les personnes qui n'ont pas ce type de modèle. Si vous avez un 12 Pro ou 13 Pro, très franchement, je ne suis pas persuadé que le saut vaille le coup, à moins que vous soyez très sensible sur les dernières technologies, sur la qualité de l'écran, sur le ProMotion, sur l'écran toujours allumé, les meilleures caméras et la Dynamic Island. Soyons très clairs, si vous changez pour la Dynamic Island, vous serez déçu, puisque ça ne vaut pas spécialement l'évolution. Si vous avez un iPhone inférieur, là, l'évolution vaut le coup. Vous allez gagner sur tous les points, en termes de qualité d'image, processeur, écran, caméra. Vous allez vraiment faire un saut dans le temps, notamment si vous avez un iPhone 10, un 10S. Là, ça a du sens. Sur les autres, on va dire qu'on est sur la partie achat plaisir. À vous de voir si votre budget le permet, si vous pouvez y aller, foncez. Mais au niveau technique, je ne pense pas que vous soyez absolument époustouflé si par exemple vous aviez un iPhone 13 Pro l'année dernière. Voilà mon avis sur la gamme 14 Pro. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des questions, et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.